Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast ? Ça s'appelle We Love Série et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien, We Love Série, tous les mardis. Et alors, est-ce que vous avez pensé à Ben-Hur quand vous avez vu la scène d'ouverture? Moi, j'ai pensé à Interville plutôt, tu vois. Ouais, voilà, Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Et Julien. Salut, on n'est plus tes préférés en fait. D'habitude, tu dis toujours mes chroniqueurs préférés. Là, j'ai noté, tu ne dis pas préféré. Si, j'ai dit préféré. Non, tu m'as pas écouté. Tu te repasseras le replay. J'ai dit préféré. Attention. À la technique, l'homme de l'ombre qui subit toutes nos blagues deux fois. Une fois en direct et une fois au montage. Bonsoir Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on plonge dans l'univers de DC avec Wonder Woman 1984. 4 ans après le premier opus, on retrouve Diana Prince, l'Amazone devenue super-héroïne. Après la Première Guerre mondiale, direction les années 80. Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, Max Lord et Cheetah. À la réalisation, c'est toujours Patty Jenkins, sur un script qu'elle a écrit avec Geoff Johns et Dave Callaham. La discussion d'une suite avait commencé peu après la sortie du premier film, en juin 2017. La décision a été confirmée le mois suivant. Côté casting, on retrouve bien entendu Gal Gadot, mais aussi Chris Pine et les nouveaux méchants qui sont incarnés par Kristen Wiig, passé par le cinéma après des débuts dans le Saturday Night Live, et Pedro Pascal, The Mandalorian. Le film, comme beaucoup d'autres, a subi les effets du Covid. Sa sortie initialement a été programmée au 3 juin 2020 et puis finalement elle a été décalée une première fois au 12 août. La Warner a ensuite annoncé que le film sortirait sur les écrans français le 30 septembre avant d'être repoussé au 16 décembre. Il sort finalement aujourd'hui, le 31 mars, en VOD. Alors, est-ce que tout ce suspense valait le coup ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Julien ? Alors, il faut être positif. En ce moment, c'est un peu... Donc, j'ai envie de dire cuisse, mais en même temps, il faut que je sois intègre, donc je vais dire péteuse. C'est incompréhensible, mais c'est le but, non ? Tu vas nous expliquer tout ça. Marie ? Moi, je vais dire résignation. Résignation. Moi, je concentre une phrase complète et je vais dire pouvoir. Et j'expliquerai après pourquoi. Pouvoir. Voilà. Eh bien, commençons. Marie, résignation à ce point ? Ouais, c'est une double résignation. C'est des films que je me résigne à voir pour les besoins de ce podcast parce que c'est des films que je regarde plus. En fait, j'ai compris que ça s'adresse plus à moi, en tout cas de la façon dont ils sont faits. Et j'ai l'impression aussi que l'équipe est un peu résignée. J'ai l'impression que c'est un film je sais pas, qu'ils avaient pas envie de faire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'avait pas envie de faire un film de super-héros. Moi, j'ai l'impression que, à part les deux scènes, il y a deux scènes d'intro qui sont deux scènes d'action. Donc la scène où on voit Diana petite et la scène dans le centre commercial où Wonder Woman arrête des méchants. Après ça, il y a un très très long tunnel de plus d'une heure, je crois, où il se passe absolument rien. C'est pas Wonder Woman, c'est Diana. En plus, on nous la montre d'une façon qui est quand même hyper triste parce que on essaie de nous vendre des films féministes parce qu'il y a un personnage féminin et que c'est réalisé par une femme, mais on a un personnage féminin qui
en fait, elle fait le deuil d'un mec qu'elle a vu pendant littéralement 2 jours, il y a 70 ans à peu près, et on nous explique que du coup, c'est un personnage qui peut pas être, qui peut pas être complet parce qu'elle fait le deuil de ce mec qu'elle a vu 2 jours, alors que non, il y a un moment où elle peut s'épanouir ailleurs que dans ça, mais non, en fait, elle est coincée dans ça depuis toujours, et du coup, on a ce truc là, des plans où elle va au restaurant toute seule, elle est toute seule. Enfin, en fait, moi j'ai l'impression qu'elle voulait faire une comédie romantique, tu vois, Patty Jenkins. Non, mais c'est et je parle même pas du plan de la fin où elle recroise le mec, c'est Noël et tout. J'ai vraiment l'impression que c'est. Mais ça, on va en parler de ce trip autour du bonhomme là. Mais c'est incroyable ça. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle voulait faire peut-être, je sais pas, une comédie romantique, un truc avec le retour de l'être aimé, je sais pas, et qu'en fait, on n'a pas du tout un film de super-héroïne parce que en fait, on a quasiment jamais Wonder Woman. Elle arrive pas à iconiser le personnage. Je parle même pas des scènes d'action qui sont catastrophiques. Là, cette scène où elle court après le convoi là, en Égypte qui avait été montrée avant le film en guise de teaser et qui est, je pense, un des pires teasers du monde parce que c'est tourné n'importe comment, c'est mal mis en scène, c'est monté avec les pieds. Et c'est ça qu'on nous montre pour avoir envie. Et je trouve ça juste incroyable. Et en fait, moi, c'est vraiment le truc. Je me dis, mais personne voulait faire ce film. Même Gal Gadot, je trouve, elle joue. Tu vois, je la trouve belle. Je trouve qu'elle est bien dans. Physiquement, elle a le physique du rôle et tout, mais en fait, je pense qu'elle a des problèmes. Enfin, il y a des soucis. On n'y croit jamais. Je pense que c'est pas une super bonne actrice, en tout cas dans ce rôle-là. Enfin, je trouve qu'elle a des soucis. Non, mais voilà. Non, mais je veux dire. Je garde. Non, mais là, on va couper. Non, mais je trouve que c'est un souci. En fait, je trouve que c'est elle le souci. Je trouve qu'elle joue mieux Diana que Wonder Woman, en fait. Et du coup, moi, en fait, on me vend un film Wonder Woman et t'as quasiment jamais Wonder Woman, donc c'est le film de la résignation pour moi. Alors Gal Gadot, elle disait en interview, le premier film était une histoire de passage à l'âge adulte, c'était Diana qui devenait Wonder Woman, elle était très naïve et ne comprenait pas les complexités de la vie, comme un poisson hors de l'eau. Je la cite. Mais ce n'est plus le cas dans ce film-là. Diana a évolué, elle est plus mature et plus sage, et également plus seule, elle a perdu tous ses partenaires. Et donc en 70 ans, elle n'a jamais rencontré personne, quoi. C'est dur de se faire des amis aujourd'hui. Batman après, tu vois, dans Batman v Superman, tout ça, quoi. Ça se suit, quoi. Bon, Julien, toi, tu la trouves pas triste, tu la trouves péteuse. Oui, péteuse. Alors, cuisse déjà. Pourquoi cuisse ? Parce que je dis que ça aussi avant, parce que... T'as triché. Non, mais parce qu'elle est très belle quand même, Gal Gadot, faut dire ce qui est, quoi. Elle a de très belles jambes et tout, quoi. Très belles cuisses. Et que c'est un plaisir de la regarder. Après, le truc qui est hallucinant, moi je trouve que c'est un bon choix de casting physiquement. C'est-à-dire que elle est belle et en même temps elle a un physique atypique. C'est-à-dire qu'elle a notamment, alors je suis désolé de bloquer là-dessus, mais elle a une implantation capillaire très haut. Par exemple, elle a une forme de visage tout à fait atypique en fait. Enfin, je trouve. Et qui est très prometteur en fait pour le personnage. Mais le problème pour moi, c'est que déjà, je trouve qu'elle joue comme une savate, et je trouve qu'elle joue comme une savate partout, qu'elle soit, je veux dire, bien dirigée ou mal dirigée, comme là c'est le cas en plus. Mais en plus, il y a un truc qui est incroyable, et je rebondis du coup sur ce que Marie disait là-dessus, c'est que elle sait pas bouger, cette nana. C'est un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire, c'est fou d'avoir un corps pareil et de pas savoir le manipuler à ce point-là. Il y a un truc notamment dans le film où elle vole un moment en fait, et je trouve que, alors quand c'est des doublures numériques, bah ça passe parce que c'est des doubleurs numériques, puis ils ont des super animateurs, tout ça. Mais alors quand c'est elle, putain, mais vous comparez ça à Christopher Reeves, comment il faisait les scènes de vol en fait de Superman, et lui, Christopher Reeves, il se tapait des sacrés harnais de merde qui lui bousillaient le corps et tout. Elle, c'est pas du tout ça fait beaucoup de progrès là-dessus, la machinerie de cinéma, et elle est nulle, elle est ridicule, quoi. Et alors, dans les scènes de combat, je raconte même pas et tout, quoi. Bon bref, mais ça c'est accessoire en fait. Le vrai problème, c'est donc péteuse. Et moi, la définition de péteuse, c'est évidemment c'est un peu agressif et tout comme ça, mais je m'en fous. Parce que je me suis farci cette merde, puis j'aime pas Patty Jenkins, c'est une meuf qui m'est profondément antipathique parce que justement elle est péteuse. C'est-à-dire que pour moi la définition de péteuse, après tout le monde a sa propre définition, mais c'est que c'est quelqu'un qui a des prétentions auxquelles il ne peut pas aspirer, c'est-à-dire qu'il se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est. Et je rejoins encore une fois Marie là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement je pense que elle ne veut pas faire un film de super-héros, mais c'est pas par résignation. Moi je pense par contre, c'est que
elle se croit, je pense, plus intelligente que ça. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple très concret là-dessus, c'est sur l'antagoniste. C'est-à-dire qu'elle prend Cheetah, elle le prend avec des pincettes, parce que finalement, elle n'est là que dans les 10 dernières minutes, en tout cas sous sa mutation, dans un très bel hommage à l'île du Dr Moreau de John Frankenheimer, un personnage de Marc Dacascos. Mais en dehors de ça, le vrai antagoniste, c'est Pedro Pascal, et en fait, tu sens très bien que la meuf, elle s'est dit, non mais attends, moi, je fais un film avec des belles cuisses, mais aussi avec du cerveau. Et du coup, mon méchant, il va avoir un pouvoir curieux, atypique, qui va repousser l'humanité contemporaine dans ses derniers retranchements, dans tout ce que, l'avidité de nos contemporains peuvent avoir de plus mortifère, etc. Et en fait, alors du coup, au final, tu te retrouves avec un méchant qui est ridicule, qui va dans le sens du... parce que moi, le film m'a beaucoup fait penser à Star Trek 4, Retour sur Terre, aussi à certains moments. En fait, qui est pour moi pareil un film de référence, donc un bon film de merde aussi pour moi, mais je sais que c'est un film qui est très aimé, mais alors c'est moins réussi que Star Trek 4 quand même, je le dis pour les fans du film, et du coup en fait donc c'est un personnage qui est ridicule, alors c'est peut-être moi le con hein, du coup là-dedans, mais moi alors j'ai compris le truc, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire le mec en fait. À un moment je me dis bon alors du coup il veut faire quoi? Il veut semer le chaos pour capitaliser là-dessus. Explique son pouvoir. Donc, en fait, le truc, c'est que tout commence avec un artefact mystérieux. Alors ça, c'est pareil, il y a une sous-intrigue où elles se disent au début, mais c'est de la flûte, ce truc. Ah mais non, en fait, c'est pas de la flûte. Je sais pas, c'est pas bizarre. Il fallait caler 20 minutes de plus. Moi, j'ai trouvé ça hyper bizarre, en fait, rien que ça, déjà, la présentation du truc, quoi. Bref. Et en fait, en gros, c'est une lampe d'Aladin, en fait, le machin. C'est-à-dire que tu fais un vœu, il va se réaliser. Et le personnage qui est joué par Pedro Pascal, en gros, son souhait, c'est d'être lui-même cet artefact-là, en fait. C'est de devenir lui-même l'objet qui va permettre de réaliser les rêves de tout le monde. Et il se balade partout, tout excité. Alors moi, j'aime bien Pedro Pascal, je le trouve rigolo, quoi. Mais pas trop, en fait, dans le film. Non, il est pas trop rigolo. Mais bon, voilà, il est sombrement nul. Mais là, tu sens qu'il est pas dirigé, ou en tout cas, voilà. Et donc, il réalise les souhaits des gens. Et alors, moi, je suis désolé, alors, je dois être vraiment bête, quoi, mais je n'ai pas compris le truc, en fait, et à la fin je me suis dit, ah oui, alors attends, il essaye de faire vaguement mais non, en fait c'est que des trucs comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi son master plan? Et du coup j'ai pas compris l'antagoniste, enfin, j'ai compris qu'il se met le bazar, quoi, tu vois, et que du coup elle devait revenir et qu'elle devait faire ces scènes d'action. Parce que quand les gens demandent quelque chose, en fait, si tu veux, après, la chose arrive et ils en payent le prix. C'est le truc de la patte de singe. C'est le retour de karma. Non mais d'accord, mais en fait le truc, c'est que au bout d'un moment, pour moi, le vrai signe d'intelligence, c'est de savoir être simple aussi. Je veux dire, c'est pour ça, je le cite, c'est un film que je cite beaucoup, mais c'est le truc d'Avatar, c'est-à-dire que Avatar, ça semble simple, mais ça ne l'est pas, en fait. Et comment dire, l'épure, la simplicité, la façon de savoir communiquer les trucs aux gens, c'est ça la force, et c'est surtout, c'est la force de ce cinéma-là que moi j'aime fondamentalement. C'est-à-dire que c'est un cinéma que tu comprend intuitivement, même s'il manipule des choses, comment dire, une matière qui peut être complexe à la base. Et les super-héros, ça sert à ça. Enfin, je veux dire, c'est comme tous les mythes, c'est-à-dire à te simplifier des choses qui nous dépassent, qui peuvent être extrêmement dures à manipuler, etc. En particulier un personnage comme Wonder Woman qui, dans ses gènes même, est fondamentalement féministe. Ça, c'est vrai. Je veux dire, c'est sur la création, le créateur de Wonder Woman, enfin bon, je vous renvoie à tout ça, à la fiche Wikipédia de Wonder Woman, mais c'est passionnant, en fait, d'où il vient, ce personnage, et ce qu'il est censé incarner à la base. Et là, tu te retrouves avec un truc, donc, effectivement, sur une meuf qui se dit « je vaux mieux que ça ». Je vaux mieux que ce que le studio, puisqu'elle l'a dit beaucoup dans les interviews, m'a contraint de faire dans le premier Wonder Woman. Je vaux mieux que faire juste de la bagarre avec les super-héros. Donc je vais aller au-dessus, je vais faire une étude de caractère, par exemple, sur cet amour perdu de Diana vis-à-vis de ce personnage. Alors il faut voir comment elle le gère, il faut voir aussi ce que ça dit aussi du personnage et comment ça la positionne effectivement vis-à-vis de cette espèce de pseudo-discours féministe qui est pour moi mais d'une misogynie affolante, quoi. Je veux dire, il y a un autre truc aussi, puisque je vais rester sur Cameron, mais qui a été beaucoup
dont j'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de ça quand je voyais le film, qui était sur le fait que Cameron dise que c'était pas féministe en fait Wonder Woman, et qu'elle a été très objectivée, et pas simplement parce que le costume lui permet d'admirer les cuisses, mais en fait c'est vrai que c'est pas possible aussi de la montrer comme ça, c'est-à-dire que moi je trouve qu'elle n'est incarnée finalement dans le film que, comme l'a dit Marie, vis-à-vis de cette espèce d'amour perdu qu'elle ne retrouvera jamais. Et pour moi, c'est même pas du romantisme, en fait. Ça montre ce personnage-là dans une espèce de dépendance fragile. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas par elle-même, au final. C'est hallucinant, surtout comment elle te dépeint, en fait, ce personnage d'amour. C'est surtout qu'en fait, j'ai envie de dire que si tant est que en fait, ça puisse être romantique, ça, en admettant que ça soit romantique, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à le niquer complètement en créant un espèce de système où, en fait, il apparaît dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais comment ça marche, ce truc? Mais exactement, alors, mais ça fait partie des problèmes de pouvoir, de trucs, de manque de clarté. C'est-à-dire que pour le faire revenir, tu vois, elle te montre une espèce de bateau. Pour moi, ça devient une usine à gaz, mais de la même façon que l'antagoniste, quoi. C'est compliqué pour rien. En plus, pourquoi on pourrait pas juste le faire revenir, sachant qu'ils font apparaître un mur géant qui sépare deux pays? Du coup, faire revenir un mec à côté du mur, c'est pas grand-chose, en fait. Ça sert, putain, au bout d'un moment, si ce n'est à rendre des trucs compliqués pour que dalle, quoi. Juste pour se dire, je ne fais pas comme les autres. Alors, c'était presque un caprice, finalement, parce que Gadot disait en interview que Chris était une partie intégrante du film et de son succès, et comme Patty et moi-même, et lui et moi et lui, on avait aimé travailler ensemble, on a eu envie qu'il revienne. Donc, Patty Jenkins et le co-scénariste Geoff Johns ont trouvé une manière qui servait le mieux le récit pour. Ouais, mais tu peux le faire juste. Pourquoi pas mieux, hein, Clémence, c'est pas vrai, ils ont pas trouvé la meilleure manière. Je n'ai fait que citer. Non, mais tu peux juste le faire revenir dans son propre corps, en fait, parce qu'à partir du moment où tu fais apparaître plein d'autres trucs et où t'as une pierre, t'as un mec qui récupère le pouvoir d'une pierre qui peut faire exaucer n'importe quel vœu, bah au final, qu'est-ce que ça change que le mec il apparaisse lui-même ou qu'il apparaisse dans le corps de quelqu'un d'autre? Et puis du coup, ce pauvre mec là dont il prend le corps, où va son âme? Qu'est-ce qui se passe? Puis le mec, il a pas de travail, il a pas d'amis, il a pas de famille, personne s'inquiète. Tu vois, mais tu sais, quand tu les vois, ils sont au lit. Alors déjà, elle couche avec le mec qui a, bon, c'est le physique de l'autre. Déjà, bon, je passe dessus, mais c'est quand même hyper chelou. Même si elle dit, oh, je ne vois que toi, c'est quand même très bizarre. Et puis, et du coup, tu dis, mais il y a pas. Elle va au-delà du physique. Elle ouais, mais tu te dis, il y a pas un moment où quelqu'un va frapper à la porte en disant, machin, qu'est-ce qui se passe? T'es où? Ça fait 3 jours qu'on n'a pas de nouvelles, tu vois. Enfin, c'est quand même super bizarre. C'est clair. Sans compter que la meuf, en fait, elle est entrée par flagrant délit, par infraction chez le mec, quoi, tu vois, pardon. En fait, donc le truc, tu dis, mais ça crée des situations complètement c'est très drôle débiles. Quand ils partent en Égypte et qu'ils font, ah ben ouais, on peut pas partir parce qu'il faut qu'on vole un avion parce que t'as pas de passeport. Mais peut-être que ce mec-là, en fait, il a un passeport, faut juste aller chercher dans son appart. Je suis sûr que ce mec-là, il a un passeport. Jamais il te joue sur le point de vue des différents, parce que en fait, tu vois Chris Pine par le point de vue en fait de Diana tout le film. Mais de temps en temps, on pourrait te ramener le point de vue d'autrui et te montrer qu'en fait, elle n'est pas avec Chris Pine. Il pourrait y avoir un jeu, effectivement, avec ça, mais elle n'obtient rien. Julien. Mais après, il y a un autre truc, d'ailleurs, qui me fait penser, Marie, c'est que c'est ce truc de l'avion. Alors, en fait, le truc, c'est que, évidemment, l'avion transparent, quand tu connais un peu Wonder Woman, la BD et tout, tu dis, bon, bah, dans la suite, il va y avoir l'avion transparent, machin. Et la façon qu'elle a d'amener le truc de l'avion transparent avec le pouvoir que lui a donné son père, c'est ça? Elle dit, je l'ai fait une fois avec un mug. Est-ce qu'on peut juste expliquer en 2 mots le coup de l'avion transparent? Vas-y, non, vas-y toi. Bah, c'est vachement dur en fait à expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit voler un avion pour aller en Égypte. Et en fait, il se retrouve dans le truc, et puis elle dit, ah mince, alors, parce qu'elle est très conne, hein. Elle est vraiment conne, quoi, cette pauvre Wonder Woman. Elle dit, ah mince, j'ai oublié de te parler des radars. C'est génial. Il s'est passé des trucs. Ah, lui, il dit, ouais, c'est quoi et tout? Ah, je peux pas t'expliquer, c'est trop compliqué. Il y a un truc comme ça, c'est super. Mais bon, bref. Et du coup, en fait, elle a cette idée de ramener ce vieux pouvoir qu'elle n'a donc expérimenté que sur une tasse. Je crois, c'est donc ce qu'elle dit et tout, et elle fait un moulinet avec ses mains et ça fonctionne. Sachant qu'en plus, elle est quand même en train de perdre ses pouvoirs parce qu'elle a souhaité que lui revienne et en contrepartie, en plus, elle est censée perdre ses pouvoirs petit à petit. Donc en plus, elle arrive à faire ça alors que c'est pas encore vraiment dit, mais qu'elle est quand même censée perdre ses pouvoirs. Et donc l'avion, du coup,
Mais l'avion, t'as l'avion transparent qui ne sert plus jamais non plus à rien. Et après, parce qu'après il y a un feu d'artifice et c'est vachement joli, quoi. Ça aussi, c'est hallucinant. Puis c'est une bande de cons là. J'ai vu ça en fait, quand ils voient le feu d'artifice, ils se disent on va aller dans le feu d'artifice. Je me suis dit mais putain, mais c'est super dangereux. Les Kazakhs sont cons. En plus, il fait genre c'est quoi? Mais non, mais il y en avait au début du siècle des feux d'artifice. En fait, le mec il voit des ascenseurs, il sait pas ce que c'est. Mais ça existe. En fait, ils font juste l'inverse du premier film où c'était elle qui était un peu comme une idiote qui découvrait tout, qui comprenait rien et tout, et là c'est lui, et en fait ça marche pas mieux, quoi. Puis pareil, tu vois, c'est en fait c'est un prétexte aussi pour la scène d'essayage quand il est chez le mec où il essaye toutes les tenues du mec. Mais en mode ça m'a fait marrer, je veux un sac banane et tout. Mais je me suis dit ils essayent de casser en fait cet archétype. Il refait le rom-com encore. Non, mais c'est un truc à Pretty Woman, effectivement. Il le tourne et tout, il joue avec le. Ils objectifient, je sais pas comment on dit, mais objectifient, merci Clémence, donc le personnage masculin. Bon, pourquoi pas et tout. Les femmes l'ont été tellement au cinéma. Ouais, mais c'est pas parce que t'inverses un truc qui est sexiste que du coup ça l'est pas. Mais déjà, ça, effectivement. Puis le deuxième truc, c'est que elle l'est à fond. C'est-à-dire que dès qu'elle apparaît dans un nouveau plan, elle a un nouveau costume des années 80 et tout, elle est complètement utilisée à ça, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de graveur de mode sans arrêt. T'as envie de dire putain, mais elle est au-dessus de tout ça. Et puis on la voit en négatif par rapport au personnage de Barbara qui est jouée par Kristen Wiig, qui est la nerd qui sait pas porter des talons, qui une fois qu'elle enlève ses lunettes devient belle, parce qu'en 2021 on n'a toujours pas dépassé ça. C'est quand même hyper compliqué de dire on va vous faire un film féministe et on remet tous ces clichés qui étaient déjà nuls et dépassés dans les années 84 pour le coup. Et en plus, c'est assez étrange aussi en fait le personnage, c'est-à-dire que en gros elle se fait, il y a du harcèlement de rue. Elle se fait harceler par un gars, c'est un gars, c'est toujours le même. C'est toujours le même gars. Il n'y en a qu'un seul, ce serait tellement bien s'il n'y en avait qu'un. C'est ça, tu vois, et elle tombe dessus, c'est pas de bol quand même, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ce mec-là, elle le fracasse. Et là, tu te dis, d'accord, mais en fait, comme c'est la méchante, c'est quoi le message exactement, en fait, de son empowerment à elle, tu vois? Enfin, c'est très, très bizarre. Moi, je pense que le vrai souci de ce film, en fait, c'est pour ça que j'utilisais le mot pouvoir, c'est que, elle en a beaucoup trop, en fait, Patty Jenkins, en fait, sur ce film-là. Ce qui, en soi, en fait, est dans la logique hollywoodienne méritée par rapport au succès du premier film. C'est-à-dire que si on était... moi, tu vois, je vis dans un monde bizarro où, pour moi, le premier Wonder Woman, contrairement à la plupart des gens, en fait, j'ai trouvé que c'était une merde sans nom. Et en fait, mais vraiment... Et en plus, effectivement, pas du tout le film féministe vanté, mais bon, voilà, après, ça, c'est une perception des choses. Alors, juste petit rappel, Wonder Woman, le premier du nom, il a engrangé 821,9 millions de dollars à travers le monde, et rien qu'en France, on a eu plus de 2 millions de spectateurs. Et ce qui était inattendu, en fait, parce que c'était juste après Batman vs Superman qui avait... sous-performé, et en gros ça a fait à peu près les mêmes chiffres, mais c'est surtout que c'était pas attendu de la part de Wonder Woman, et ça a été vanté comme un grand film féministe, que moi j'estime en fait que ce n'est pas, mais c'est sur les mérites de ce succès-là, et critique et public, qu'elle s'est retrouvée à finalement avoir beaucoup trop de pouvoir pour faire ce qu'elle voulait en fait avec ce film, et c'est ça le truc en fait, c'est-à-dire que en gros, quand tu parlais de résignation, effectivement en fait elle a pas envie de faire un film de super-héros, mais par contre je pense qu'elle avait envie de faire ce film-là. Et la question c'est pourquoi ? Parce que à la fin en fait c'est pas tant en fait, c'est-à-dire que déjà effectivement les pouvoirs en fait présentés dans le film ne sont pas clairs, les enjeux en fait du méchant, enfin ce qu'il veut faire, son grand master plan, il est pas clair, mais il y a pas que ça, c'est-à-dire que ça prend une plombe. En fait, c'est aussi ça qui rend le truc très, très tard. Voilà. Donc ça veut dire que c'est extrêmement mal écrit. On a parlé du personnage de Cheetah, c'est un personnage qui est extrêmement mal écrit aussi, puis t'as l'impression que pour le coup c'est une des rares chose que le studio lui a imposé en fait, c'est-à-dire à mon avis, c'est-à-dire vraiment il faudrait qu'il y ait quand même un autre super vilain ou un truc, quelque chose, parce que si ton personnage il n'y a pas beaucoup d'antagonistes connus en fait à Wonder Woman, et Cheetah c'est une des rares vraiment qui soit identifiée, et du coup en fait je pense que elle a fait ses petites 10 minutes réglementaires à la fin, son petit combat pourri là, tu vois, vraiment dégueulasse et tout, et en fait elle a développé un personnage pour Kristen Wiig qui est nul. Je pense que, moi j'aime beaucoup Kristen Wiig à la base, mais là elle est vraiment nulle à chier. C'est assez incroyable
Enfin, moi j'étais embarrassé pour elle, vraiment. Mais ça commence comme un peu Michelle Pfeiffer dans Batman Returns et ça finit comme ça finit dans Cats, tu vois, la scène de combat. J'avais pas envie de citer Batman Returns parce que c'est tellement un grand film et c'est tellement un grand personnage que j'ai du mal. Non mais en fait moi ça m'y a fait penser de suite parce que c'est ce qu'ils essayent, mais jamais ça arrive à ce niveau et ça se casse la gueule et ça finit dans un chat dégueulasse en CGI qui ressemble à Cats. Exactement, c'est-à-dire que l'exemple de Batman Returns est bien vu parce que effectivement on se retrouvait avec un mec qui avait justement fait ce qu'il voulait en fait avec le film de super-héros et voilà le film quoi. Et là et effectivement ce personnage de Kristen Wiig, t'as l'impression que Patty Jenkins elle a voulu faire, moi je pense t'as raison, je pense qu'elle a voulu faire un truc dans ces eaux-là, pas spécifiquement le personnage de Michelle Pfeiffer, mais là la différence quoi. Et puis surtout je pense que c'est une meuf qui est profondément misogyne. Mais c'est encore un truc, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de maladresse surtout, mais en fait le truc. Ouais, mais c'est compliqué. Elle a quand même une sale vision des femmes. Attends, quand elle souhaite un truc, elle souhaite d'être plus comme Diana, et au final, elle a récupéré un super pouvoir, c'est qu'elle sait marcher avec des talons. Enfin, c'est quoi le message qu'on envoie? C'est hyper chaud. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais de toute façon, alors il y a ces premières problématiques là, et puis après, moi, ce que je trouve qui ressort vraiment, c'est que par exemple, t'as une scène. Moi les bras m'en tombaient, le mauvais goût de la scène il est hallucinant. C'est donc tu parlais de la scène d'action sur la route au Moyen-Orient et donc en fait t'as comment dire, à un moment donné dans la scène t'as deux petits gamins tu vois qui sont en train de jouer et là en gros si tu veux elle doit aller les sauver parce qu'ils vont se faire écraser et donc elle les voit au loin comme ça et en fait son mec envoie un missile, il est ouf c'est auquel elle s'accroche si tu veux et donc elle utilise ce missile si tu veux pour s'accrocher avec son truc et en fait elle est récupérée de gamins et là tu te dis mais c'est pas dangereux, c'est cool. Alors c'est pas seulement que c'est pas dangereux, c'est qu'en fait si tu veux quand tu connais l'historique du pays et tu sais comment ça se passe et tout, t'as envie de dire mais en fait vous êtes vraiment en train de nous expliquer que le missile en fait si tu veux qui est quand même un objet de destruction monstrueux si tu veux dans cette région du monde tu vois et déjà à l'époque tu vois en 84 donc puisque c'est censé être un film historique tu vois en gros vous avez le tu vois et bon après c'est Gal Gadot qui joue le rôle donc bon israélienne tout ça etc donc c'est un peu tu sais t'as envie de dire c'est un peu ça va les gars tranquille moi je vais mettre ça sur du mauvais goût pour pas aller plus loin quoi. Mais voilà mais c'est vraiment et tout finalement tout le film il est comme ça, c'est-à-dire que moi je pense que ça se révèle plus sous cet angle là que c'est-à-dire au final tout le truc qu'elle met en place c'est pour avoir un film de 2h30 parce qu'il faut le dire que ça dure 2h30 quand même donc bien 40 minutes de plus que le précédent, c'est pas beaucoup mieux raconté, c'est même moins bien raconté, parce qu'il faut quand même le faire, parce que moi je trouvais que c'était déjà, tu vois, le premier Wonder Woman, enfin pour situer, c'est quand même le film où tous les persos voient Wonder Woman en train de faire des actions complètement incroyables, et en fait genre elle saute sur un clocher, elle explose le clocher, elle est là, elle est dingue, et tu sais, enfin tu vois, je veux dire, et les mecs se disent putain, ils la regardent, ils font waouh, tu vois, c'est un personnage, jusque là en fait ils avaient aucune conscience de ce que étaient les Amazones, tu vois, c'est en 1914, donc en gros il n'y a pas Superman, il n'y a pas Batman, il n'y a rien de tout ça, tu vois, dans cet univers-là. Elle est la proto-super-héroïne d'ici, en fait, en termes de timeline historique, voilà, de temporalité, merci. Et donc, une fois qu'elle a fait ça, quand elle est en train de dire, bon, il faut que je récupère l'épée de machin, je sais pas quoi, parce que Hadès veut, je sais pas quoi, etc., les mecs, ils les regardent, ils font, mais tu la crois, toi ? Tu crois à son histoire et tu fais mais elle vient de défoncer vous avez vu qu'elle a fait un vol de 25 mètres de haut, enfin tu vois, donc c'était déjà très mal raconté, faut être honnête, tu vois, et là c'est encore plus mal raconté. Tu l'as revu en fait, tu t'en souviens bien? Non, je me souviens parce que c'est agressif en fait, c'est agressif au bout d'un moment. Wonder Woman, je n'ai jamais revu le film et mais le truc en fait c'est que donc il y a toute cette espèce de délire donc sur le pouvoir, sur qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu prends quand tu souhaites quelque chose, fais attention à ce que tu souhaites, etc., pour avoir finalement une moralité à la fin et une vraie fin avec digne en fait de je sais pas, c'est à la profondeur d'une chanson d'Yves Duteuil quoi. Tu vois, c'est vraiment c'est hallucinant quoi, c'est-à-dire que t'es vraiment dans un truc, c'est prendre un enfant par la main ou je sais pas quoi, tu vois, c'est un truc comme ça parce que finalement tu vois les comment t'appelles ça, les soldats au Moyen-Orient qui sont en train de dire ah mais pourquoi je tire sur les gens, c'est là pas où bien, tu vois, c'est là où le film elle a des ambitions qu'elle n'est pas en mesure d'atteindre. Pour moi ça, ce final dont tu parles là, notamment le dialogue qu'elle a
Wonder Woman avec le personnage de Pedro Pascal, quand en quelque sorte elle le ramène à la raison, tu vois, quand il a investi tout ce pouvoir là et tout. Pour moi, ça c'est un truc où elle se dit, moi je vais être plus maligne, je vais pas faire ce que le Warner m'avait fait dans le premier, où c'était une confrontation physique brutale. Et elle se dit non, moi je vais raconter un truc, quoi. Je vais avoir une morale, comme si déjà dans une confrontation physique tu pouvais pas raconter quelque chose, mais bon bref, ça c'est une autre histoire, nous n'en sommes plus là, quoi. Et voilà le truc, quoi. C'est-à-dire que non seulement du coup c'est dingue, mais en fait c'est pire que le 1, quoi. C'est-à-dire que mais oui, mais c'est ça qui est dingue. Il y a beaucoup plus d'argent que le 1, ça c'est manifeste. Effectivement, elle a eu beaucoup plus de liberté, ça c'est manifeste aussi. Ils ont eu beaucoup plus de temps aussi pour le faire et tout. Et malgré tout, c'est plus nul du coup parce que parce qu'elle-même elle est en roue libre, en fait, elle est en roue libre et qu'elle se croit encore une fois au-dessus de son matériel, quoi, en fait, des choses qu'elle est en train de manipuler, quoi, et que du coup elle veut faire la petite maligne, quoi, tu vois. Il y a une expression, en fait, si tu veux, aux États-Unis, c'est tout boire sa propre Kool-Aid, tu vois. Le Kool-Aid c'est la boisson, tu vois, et en fait c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un quand même qui a été en prison entre parler d'Hollywood, tu vois, pendant 15 ans, en fait. C'est-à-dire, elle a jamais réussi à monter un film entre Monster et celui-là, et Wonder Woman. Et là, d'un seul coup, en fait, elle a eu ce succès absolument dingue, presque inattendu, hein, parce qu'elle devait faire un Marvel, elle devait faire Thor 2, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle a pas fait, tu vois. Et en gros, si tu veux, elle s'est dit, non, mais je suis le grand auteur qu'on vante, en fait, après le succès de Wonder Woman. Et de toute évidence, c'est un film d'auteur, Wonder Woman 84. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu regardes le film, tu te poses vraiment la question de quel est le concept même du film. C'est-à-dire qu'en gros, ça se passe en 84, mais fondamentalement, ça pourrait se passer en 2021. Je veux dire, à part 3 chansons. C'est une question que j'allais poser. Est-ce que la vibe années 80, on la ressent? Pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas. Tu vois, je veux dire, à part la scène dans le mall au début, et 3 coiffes, puis en plus, bon, enfin. Oui, je pense qu'elle, ça l'a fait triper. Ça, c'est manifeste, en fait, de filmer la mode de cette époque-là. Ouais, et je pense qu'elle doit se dire que j'essaie de chercher les raisons, mais je pense qu'elle doit se dire que basiquement en fait c'est les années Reagan, quoi, que donc elle joue sur le comment dire encore une fois le côté hyper vénal en fait du monde. Ouais, je pense que je pense qu'il y a un truc dans cette avec le personnage que joue Pedro Pascal qui est un peu ce golden boy des années 80 90 un peu insupportable mais après ouais, c'est une toile de fond qui sert un peu à rien comme dans beaucoup de films et de séries maintenant aussi, hein. Et après je pense qu'elle était coincée aussi par un autre problème, c'est-à-dire que là en fait de manière beaucoup plus large que la problématique de Wonder Woman 84, c'est que t'avais le premier Wonder Woman qui était censé être plus ou moins une préquelle au DCU, hein, c'est-à-dire DC EU, pardon, tu vois, DC Extended Universe, soit, qui a capoté, puisque en fait ça a capoté après Justice League, à cause aussi du succès du premier Wonder Woman, enfin tu vois, donc c'est un peu le truc qui se mord la queue, quoi. Et en fait à la fin, soit elle faisait un film sur Wonder Woman post Justice League, post Batman versus Superman, soit en fait si tu veux elle faisait une vraie entre guillemets suite de Wonder Woman, ce qu'elle essaye de faire sans forcément encore faire un vrai film historique à proprement parler, quoi. Donc c'est là où le film il est pas je veux dire, je pense pas que les gens qui se disent putain je vais voir un trip régressif années 80 en fait ils soient satisfaits par le film, c'est pas possible à mon sens, tu vois, autant aller voir autre chose, quoi. C'est la question, ce serait intéressant d'avoir des avis positifs en fait des auditeurs là-dessus, parce que je me demande qui peut être vraiment satisfait en fait du coup au final par le film. T'es pas satisfait par le côté super-héros, non, tu vois, t'es pas satisfait par le côté féministe, si vraiment c'est ce que tu viens voir quand tu vas voir le film, quoi. La comédie, je pense pas, même si t'es un fan de Star Trek 4 Retour sur Terre. Ouais. Non, mais c'est jamais vraiment très drôle, en fait. Même pas les baleines dans celui-là, tu vois. Voilà, tu vois. C'était belle, les baleines. Ouais. Mais bon, voilà. Donc ouais, c'est un film, c'est vraiment en fait un truc où tu sens qu'elle a pris le pognon du studio et elle l'a littéralement dilapidé sans savoir vraiment ce qu'elle faisait, ou en tout cas sans avoir le talent, en fait, requis pour faire un film aussi important quelque part pour le studio, parce que c'est un film important pour le studio qui en plus est sorti un peu n'importe comment, c'est planté manifestement, enfin en tout cas il récupérera pas sa mise, donc voilà. Et c'est intéressant parce que le film a été tourné en 2018 si mes souvenirs sont bons, et il n'est pas du tout sorti en 2019 en fait, il avait déjà été repoussé et tout, et je me suis demandé aussi, parce que c'est toujours assez opaque en fait Warner, c'est un studio qui arrive à bien garder sous cloche pendant longtemps en tout cas les problèmes et tout qui sont sous-jacents
même sur un naufrage aussi violent que Justice League, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties après, juste avant en fait le Snyder's Cut et tout. Et déjà avant le Covid et tout, je me disais mais c'est bizarre en fait ce film qui est déjà tourné. D'habitude les studios maintenant quand ils tournent un truc, ils le sortent tout de suite très vite. Ils ont envie de le sortir. Et je me dis il sort pas ce truc-là. C'est bizarre en fait. Et en fait quand je l'ai vu, je me suis dit ils sont pas cons quand même à Warner. C'est-à-dire que ça aurait été intéressant aussi de voir la réception de Wonder Woman 84 si le film était sorti, on va dire, dans des conditions normales. Je pense que la réception a été très violente en fait. À mon sens, le truc c'est qu'ils ont donné beaucoup de pouvoir à Snyder à l'époque de Batman vs Superman. Sur la bonne foi, on va dire, de Man of Steel, qui était pas un bon film à mon sens, mais un film qui se tenait en fait quand tu le compares en tout cas à Batman versus Superman, tu vois, et qui a été reçu correctement. Et là je pense qu'en fait ils ont refait exactement la même erreur avec Wonder Woman 84 sur la base du premier Wonder Woman qui a été un comment dire très bien reçu. Mais au moins, ça nous a donné une très bonne vidéo promo. Tu vois, Gal Gadot et Patty Jenkins qui tapent des tambours pendant que Hans Zimmer fait le thème. Je vous conseille cette vidéo sur YouTube. Elle est à mourir de rire parce qu'elles sont jamais en rythme. Et puis t'as Hans Zimmer qui a remis du popota là comme ça. Ah, elle est merveilleuse. Et vous serez ravis d'apprendre du coup qu'un 3e volet a été confirmé. Ah super. Voilà. Alors ça reste à voir. Ça a été annoncé officiellement cet hiver. Ouais, mais enfin les annonces officielles juste avant la sortie des films pour justement l'entourer d'un bon buzz, ça on a vu ça un paquet de fois. C'est pas fait, à mon avis. Le retour de Jenkins à la réalisation a aussi été confirmé. Bon, entre-temps, elle a quand même dit que si le film sortait en streaming, en fin de compte, elle n'était pas si sûre d'être encore de la partie. Oui, mais ça c'est parce qu'en fait il y a eu tout le trip autour de comment dire du fait que pendant l'année 2021, en gros Warner diffuse tous ses gros films en fait en même temps en streaming sur HBO Max, ce qui sera quand les salles rouvriront chez nous, pas forcément le cas, je pense. Déjà. Et comme elle, c'est un grand auteur qui n'est pas à la botte des studios, c'est-à-dire que pendant que tous les réalisateurs étaient en train de gueuler et de dire que Warner faisait une grosse connerie, elle a dit non, c'est bien. Je m'en souviens, je l'ai vu, son truc. Elle a donné une interview, elle a dit moi je comprends, non, c'est bien, ils ont raison de faire ça. T'as envie de dire, voilà l'auteur, quoi. Et l'autre truc, c'est qu'elle est partie faire aussi un film un Star Wars chez Disney. Oui, c'est ça. Voilà, ce qui risque de pas sortir en streaming non plus. Son père était pilote d'avion de chasse, je crois. Et du Star Wars Rogue Squadron. Ouais, putain, ça va être beau, ça. Qui devrait sortir en 2023. Bon, pour conclure ce film, est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on ne le voit pas ? Oui. Oui, bien sûr, Clémence, tout à fait. Ouais, parce qu'on l'a vu, il n'y a pas de raison que vous en chiez pas comme nous. Exactement. Parce que moi, j'en ai marre de regarder des films de merde et je veux pas être la seule, je vais vous entraîner dans ma chute. Voilà, exactement. Voilà. Elle a bien raison. Moi, je vais aller contre l'avis général. Non, il faut pas le voir. Voilà. Mais c'est toi qui m'as dit de le voir, alors Bah oui, on enregistre, on travaille, soyons professionnels. Voilà. Vous voyez tout ce qu'on fait pour vous, chers auditeurs, tout ça c'est pour vous. Et puis il faut le voir pour nous donner son voilà, avis. C'est ça. Voilà. De toute façon, en fait, en vrai, on est en train de poser la question, mais tout le monde l'a déjà vu, c'est aussi ça le problème. Si vous n'avez pas le courage de le voir, vous regardez juste la vidéo avec Hans Zimmer et puis Gal Gadot et Patty Jenkins et vous nous donnez votre avis sur le répondeur. Si vous voulez le voir, vous faire votre propre avis, si vous ne l'avez pas encore téléchargé illégalement, Wonder Woman il fallait le dire sans le dire. Est désormais disponible en VOD et il sortira bientôt en DVD et en Blu-ray. Et vous donc, vous en pensez quoi ? Ça y est, vous l'avez vu de manière absolument légale. Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans les 2 dernières émissions, on parlait de Cherry, des frères Rousseau, et de Justice League Snyder Cut. Dans les 2 cas, l'équipe avait été unanime, passez votre chemin. Mais vous, est-ce que vous avez été aussi déçus que nos chroniqueurs ? Alain, dis-nous tout. Les auditeurs, ils en ont pensé quoi ? Bonjour Capture Mag, bravo pour ce long podcast, vous nous avez encore régalé. Juste pour vous dire que le monde ne se divise pas en 2 catégories entre les fans de Snyder et les anti-Snyder. Pour ma part, il se trouve que j'aime beaucoup Man of Steel et Batman vs Superman, et pour autant, j'ai vraiment détesté ce Snyder Cut. C'est un film qui était ni fait ni à faire. Néanmoins, ce film, comme dit Julien, a le mérite d'exister. Mais toujours est-il que oui, le film est nul ici, mais pourtant, il se trouve que j'aime beaucoup Watchmen, j'aime Man of Steel, j'aime Batman vs Superman. Voilà. Ce message s'adresse aux cadres de la Warner. Alors moi, les cadres de la Warner, j'aimerais vous dire ceci. Vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler George Miller,
vous allez lui faire un gros chèque en blanc pour que lui aussi puisse faire son Justice League. D'accord ? Donc je répète, vous appelez George Miller, vous lui faites un chèque en blanc et vous le laissez tranquille faire son Justice League. Ok ? Release the George Miller's cut now! Déjà, un grand merci pour tout ce que vous faites. C'est toujours intéressant, même si on n'est pas d'accord avec vous. Enfin, moi, personnellement, du coup, j'ai vu la grande version de Zack Snyder sur Justice League. Et ça y est, enfin, on peut voir la vraie version de ce film, où enfin, tous les plans de merde sont rajoutés à l'histoire de merde de base. Ce qui permet de combler enfin tous les trous de merde que contenait le premier film. Donc là, ça y est, on a vraiment une histoire de merde complète. Je vous suis depuis le début et je trouve que c'est juste excellent, quoi. Vous êtes les rares personnes en fait qui continuent à me faire vibrer en fait pour cette passion qu'est le cinéma. Donc pour le Snyder Cut, avec les qualités et énormément de défauts, trop de ralentis, les effets spéciaux qui sont un peu moisis. Il y a des bonnes choses comme le Nightmare, les rêves de Batman, enfin plutôt les cauchemars. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est un film de Zack Snyder et je suis pas fan de ce mec-là. C'est moi, Sacha. Mon papa, il veut pas que je regarde Justice League parce qu'il trouve que c'est un film trop bête. Alors, je voulais vous dire que j'ai trouvé palpitant votre dernière émission. Bon, je partage l'avis sur le Snyder Cut, qui est ce que j'ai vu de plus beau depuis Leni Riefenstahl. Et sinon, en creusant un peu, j'ai eu une idée de faire un remake de The Black Hole, mais ça serait avec Tom Holland, et je pensais justement à Snyder pour la réalisation, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc pour moi, si le niveau narratif et visuel d'un film comme Wonder Woman 84 atteignait déjà un stade quasi maladif, alors la Snyder Cut, là, ce serait carrément le stade terminal. Il y a presque quelque chose de macabre à voir ce monstre de Frankenstein s'agiter dans tous les sens pour essayer de tenir debout. Je me suis fait mot pour mot la même remarque que Julien Dupuis concernant les productions Asylum, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est du nanar de luxe, malgré tout. Donc rassurez-vous, votre émission est 100 fois plus intéressante que le film lui-même. Donc continuez comme ça et bisous. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci Clémence. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu et que vous ne donnez pas encore, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres façons. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. C'est le temps pour un film, cette fois, c'est vraiment fini. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.